bana basili na kotekama na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na bana Afrika baleli En ce 17 mars, jour de leçon inaugurale d'Alain Mabankou, c'est encore le calme dans les couloirs du Collège de France. Chaque pan de mur, chaque décor rappelle la solennité du lieu créé en 1530 par François Ier. L'amphithéâtre principal de 800 places porte le nom de la sœur aînée du monarque capétien, Marguerite de Navarre, diplomate et protectrice des écrivains et des artistes. C'est là que l'auteur de Vers cassés, le franco-congolais, prononce son discours pour son entrée dans ce temple des savoirs, choisi par un collège de professeurs sur la proposition d'Antoine Compagnon, titulaire de la chaire de littérature moderne et contemporaine. Mais votre présence est importante aussi pour le Collège de France, car nous devons être au premier rang dans la réflexion sur un continent et sur des cultures qui détermineront le siècle qui commence. Nul mieux que vous, Alain Mabankou, ne saurait attester notre engagement dans cette direction. À vous, donc, la parole pour relever tous ces défis. Merci. Merci. Des applaudissements nourris dans une salle pleine à craquer, des encouragements qui expriment aussi une grande fierté des Afro-Caribéens de France de voir un des leurs à cette place. Alain Mabankou est le premier écrivain à occuper pour une année cette chaire de création artistique. C'est aussi le premier Africain à faire son entrée au Collège de France. Il a donc doublement rendez-vous avec l'histoire. Tout de suite dans son exposé, il aborde la question de la littérature sur le continent noir et de la place du passé colonial en France. Madame la secrétaire générale de la francophonie, Monsieur l'administrateur, Mesdames et Messieurs les professeurs, dès 1916, on commença à diffuser dans ce pays l'allégorie de Banania créée un an plus tôt par l'artiste Giacomo de Andreis et qui marqua le siècle, fixant une image coloniale éternelle de l'homme noir. À partir de 1917, le slogan dévastateur « Il y a bon » lui sera associé et la réaction du monde noir viendra le 2 février 1919 à Paris avec le congrès de la race noire, juste 2 années avant l'apparition de Batoila, le premier roman nègre signé par René Maran et primé par le Goncourt. Les années 30 ouvrirent l'ère de la fierté nègre et en 1956 se déroula à quelques pas d'ici, à la Sorbonne, le congrès des écrivains et artistes noirs à l'initiative de la revue Présence africaine, à cette époque où la capitale française était encore considérée comme le phare du monde noir. Alain Mabankou, chaudement félicité par ses admirateurs et ses proches, à l'issue de ce discours très applaudi, examen de passage réussi pour celui qui se disait surpris d'avoir été choisi pour occuper cette chaire. Je n'aurais jamais cru que je viendrais prononcer une leçon inaugurale au Collège de France. C'est peut-être une des dernières leçons inaugurales de mon existence. On ne la fait pas 2 fois, on ne va pas faire des leçons inaugurales tous les 2 jours. Donc je pense que ça fait plaisir de vivre cette expérience et puis ça m'oblige aussi à apprendre. Ne pensez pas qu'un professeur, c'est quelqu'un qui arrive armé de sa connaissance. Pour écrire cette leçon inaugurale, j'ai lu 20 essais, dont certains n'avaient parfois même pas de lien avec la leçon inaugurale, mais c'est pour chauffer la voiture. Vous savez, avant de démarrer, vous êtes obligé d'essayer plusieurs sortes de carburant. Vous voulez écrire sur la littérature africaine, mais tout d'un coup, vous lisez un peu sur ce qui se passe plutôt sur la littérature latino-américaine, et puis de là, une idée vient. Donc c'est le travail. Chaque fois qu'il y a un cours ici au Collège de France, ça demande à l'écrivain ou au professeur une certaine discipline de lecture.
Comme l'a dit Antoine Compagnon, il faut donner toute la place qu'elle mérite aux études africaines, car l'histoire et les cultures africaines marqueront le siècle qui commence. Alain Mabankou a rappelé la place de l'Afrique dans l'histoire de France et dans la grande histoire, un discours apprécié par la ministre de la Culture, Audrey Azoulay. Je pense que c'est une merveilleuse initiative du Collège de France. C'est vrai qu'il y avait eu un architecte, un compositeur, enfin d'autres disciplines et jamais un écrivain. Or la langue, c'est quand même ce qui nous réunit, ce qui nous touche. Et le fait que ce soit un écrivain en français hors de France, ça montre toute la richesse de ce que peut être le français. Comme l'a dit, j'entendais Alain Mabankou ce matin dire le continent de la langue. Et je trouve que l'expression est très belle. La France est en partie africaine et rien ne peut effacer cette influence. Alain Mabankou, comme d'autres, réhabilite cette histoire, rappelle les méfaits de la colonisation, mais aussi le rôle de la langue française qui rapproche, ainsi que la place des écrivains d'outre-mer dans l'histoire des lettres noires. Vous êtes là en tant que ministre de l'Outre-mer, vous représentez des territoires caribéens, des territoires où la France, on parle de francophonie, et là on reçoit Alain Mabankou, professeur de littérature francophone, africain, en même temps, il dit qu'il est congolois. Pour vous, quel est le sens de cette réception? Écoutez, moi je crois que pour tous ceux qui sont attentifs à la diversité de la France, c'est un plaisir de voir accéder à des responsabilités importantes des gens qui sont originaires soit des Outre-mer, soit de l'ancien empire colonial français, parce que ça montre qu'il y a une sorte de retournement de l'histoire qui fait qu'aujourd'hui le français est défendu et illustré magnifiquement par des gens qui autrefois étaient issus de l'Empire. Donc j'apprécie beaucoup ce que fait Alain Mabankou, son humour, et donc je me réjouis de voir son accession à ses responsabilités. Et je pense que c'est une manière aussi de faire rentrer un certain nombre de thèmes qui nous intéressent, comme par exemple la question de la diversité de la France, la place de la langue française à travers le monde. Et bien ces thèmes-là, et l'imaginaire colonial, ces thèmes-là vont rentrer aujourd'hui dans les conférences du Collège de France. Il me semble que pour nous, c'est un moment tout à fait important. Merci beaucoup. Merci. C'est un moment historique, c'est voir qu'on peut être dans des institutions qu'on pensait qui ne pouvaient pas nous accueillir. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant de l'Académie française au Collège de France. Donc je pense qu'il y a des signes symboliques très très forts, qu'il y a quelque chose qui change. Sa nomination à cette chaire de création artistique pour une année est venue récompenser un parcours et un talent, celui d'un écrivain à succès qui bénéficie d'une double culture congolaise et française, celui d'un écrivain devenu professeur, comme il aime à le dire, dans la salle, son ami et frère en littérature, l'auteur haïtien Daniel Laferrière et académicien de son État, savoure le moment. Daniel Laferrière, Alain Mabankou était là lorsque vous avez été reçu comme académicien. Vous êtes là donc pour sa leçon inaugurale ici au Collège de France. Comment vous analysez ce mouvement en tant qu'intellectuel, en tant qu'écrivain, en tant qu'ami aussi? Il faut dire que je reviens de la séance du jeudi de l'Académie où on a, enfin, au dictionnaire, analysé certains mots, dont celui de vastitude, par exemple. Donc c'est quelque chose d'assez vaste, d'assez grandiose. Il faut reconnaître le caractère symbolique et fortement chargé de cette soirée. Mais moi je ne dis pas que c'est historique dans le sens qu'un intellectuel congolais ou africain ou noir entre au Collège de France. Il n'y a rien là d'historique parce que c'est un écrivain. Ce qui est historique, par exemple, c'est la rencontre de ce savoir millénaire africain avec, disons, cette science, cette intelligence aussi française et un peu, d'une certaine manière, occidentale. Cette rencontre est historique parce qu'elle était attendue. Ça fait des millénaires que les Africains peaufinent leur vision du monde. Ils ont montré que cette vision du monde a pu traverser beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés économiques, politiques, et sociales, religieuses, mais que cette vision du monde est encore intacte devant nous et qu'elle vient d'une certaine manière par la bouche d'Alain Mabankou et dire son monologue et ses raisons. Donc il parle de l'être noir qui passe à la lumière, ça veut dire que c'est une reconnaissance, c'est une intégration encore plus, c'est quoi? C'est reconnaître la littérature, c'est reconnaître aussi l'Afrique? Oh, vous savez, le noir, la lumière, on peut discuter beaucoup parce qu'on croit bien que... Moi je crois que l'explication du monde passe du noir à la lumière, mais la poésie du monde passe de la lumière au noir. Il n'y avait pas d'excuse à une littérature de soumission.
l'époque était celle de la remise en cause des préjugés dans les arts graphiques et picturaux, avec notamment en 1907 les Demoiselles d'Avignon de Picasso, influencé dans son travail par les masques et surtout par les mouvements corporels novateurs venus du continent noir. Pour réaliser cette peinture, matrice artistique du XXe siècle naissant, Picasso s'était inspiré d'une carte postale du photographe Edmond Fortier montrant plusieurs femmes porteuses d'eau. Il l'avait acquise en visitant l'exposition coloniale de 1906, présentée ici, à Paris, sous la coupole du Grand Palais. Dans ce zoo humain, dans ce temple de la propagande coloniale, naîtra un autre regard sur le monde, l'art et l'Afrique. Cette rupture aussi était présente dans la littérature avec l'anthologie nègre de Blaise Cendrars, parue en 1921, la même année que le roman de René Maran. Et Alain Mabankou porte ces deux possibilités en lui, c'est-à-dire cette capacité qu'il a, on connaît son bagou, on connaît son théâtre dans le bon sens du terme, et il peut amuser un public tout en disant des choses graves parfois et des choses subtiles aussi. Mais aussi c'est un poète. D'ailleurs, il vient de publier un livre chez Mémoires d'Encrier qui s'appelle Congo, un livre de poésie précisément. Et en tant que poète, il n'indique pas la lumière pour sortir de la grotte, il invite à pénétrer encore vers une plus grande obscurité. Le poète n'a pas peur de prendre des risques, il n'a pas peur de dire le monde qu'il ne voit même pas. C'est l'aspect poétique et prophétique, ce que Rimbaud appelle l'aspect voyant du poète. Et je crois, et je ne vois pas l'image simplement de l'obscurité à la lumière, je vois aussi de la lumière à l'obscurité. C'est le premier écrivain à occuper cette chaire de création artistique. C'est le premier Africain également à mettre en avant la littérature africaine. Il fait un doublé, là, on peut dire. Ah ben c'est dans son tempérament de faire des doublés et de rentrer à force d'ouvrir des portes. Il finit par faire un doublé. Et moi je pense qu'il ne s'arrêtera pas là. D'abord, il continuera son travail d'écrivain et de professeur aussi. C'est très important d'être professeur. On enseigne à des jeunes gens de partout dans le monde. Il est professeur dans sa chaire à l'université de Los Angeles, mais il est aussi professeur à la télévision quand il raconte le monde qu'il habite. Donc il fait ce travail-là et je crois que c'est le plus important. Et quant à la symbolique d'être au Collège de France, c'est naturellement une performance exceptionnelle que nous saluons. Mais nous nous attendons à ce qu'il continue son petit travail d'accumulateur de phrases, de mots sur la page qui permettent à quelqu'un qui n'a pas toutes ces possibilités-là de sourire dans sa chambre en le lisant, comme on l'a fait avec Vers cassé, on l'a fait avec Mémoire d'un porc épique ou dernièrement Petit piment. Cette chaire est une formidable tribune pour les littératures africaines, car le Collège de France est ouvert à tous et ce sont des cours gratuits où l'on vient pour le plaisir de la connaissance, de la découverte. C'est un événement qui amène un nouveau public au Collège de France, un nouveau public aussi à la découverte de ces littératures. Donc je pense que je continuerai à parler de la littérature africaine et évidemment les capitales africaines vont défiler. Il y aura un cours sur les migrations, sur la réception de la littérature, sur cette forme d'aventure de la littérature africaine à travers les dégénérescences urbaines. Je pense par exemple aux guerres tribales ou ethniques qui se passent dans ces cités. Je voudrais voir vraiment la littérature sous toutes les coutures continentales, sans pour autant poser un regard sur un seul pays, surtout pas le mien, parce que j'en ai trop parlé. Et souvent, la poule n'est pas la meilleure interprète de son œuf. Je préfère voir ce qui se passe ailleurs. Henri Lopez, je l'ai invité comme écrivain. Quand j'invite Henri Lopez, je n'invite pas l'ambassadeur. C'est un grand frère, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de rapports. Il est venu en tant qu'écrivain, donc je ne peux pas considérer que Henri Lopez est venu représenter le Congo. Moi, j'ai constaté simplement la débâcle peut-être des instances congolaises qui estiment que les élections qui se passent là-bas sont plus importantes que l'entrée de la littérature africaine, donc continentale, à l'intérieur.
Vous avez vu, au Collège de France, c'est des élections qui sont démocratiques. On ne bourre pas les urnes. Chez nous ici, j'étais même pas là. On fait à l'unanimité. On vient me prendre, on me dit bah, vous êtes élu. Bon voilà, s'il n'y a pas la dictature ici, bon ben, s'ils ne veulent pas venir apprendre la démocratie, on les laisse gérer. Bientôt, il y a certains pays seront des pays qui n'auront plus de population parce qu'on croit gérer des Africains, mais les Africains ont disparu à cause de notre propre comportement. C'est ici qu'il faut venir défendre l'Afrique et non le faire là-bas. Je suis plus que jamais fâché contre le ministre de la Culture congolais, que je réitère ici, il est le ministre de l'Inculture. Si aucun officiel congolais n'était présent, le public parisien, lui, était bien là dans l'amphi Marguerite de Navarre et dans plusieurs autres salles annexes pour écouter son discours. Il y a bien un effet Mabankou au Collège de France. Le public apprécie. C'est émouvant, ça me rappelle bien non seulement ce que j'ai appris à l'Université de Brazzaville, et ce que j'ai pu lire, peut-être pas grand-chose, comme Alain Mambakou qui maîtrise le domaine. Et puis, cela fait une sorte de pont entre le passé littéraire depuis l'époque coloniale aux indépendances et jusqu'à la période actuelle. C'est exaltant, c'est édifiant. Bon, là, avec sa verve, son style et tout, on s'y retrouve et on est à l'aise. Le message que je retiens d'Alain Mambankou, c'est ne pas avoir honte de ses origines et surtout d'avoir une sorte de... Il y a une quête identitaire qu'on a tous en fait. Même moi j'en ai une alors que je ne suis pas du tout issue de pays comme le Congo, etc. Et je pense qu'on a toujours tendance à vouloir trouver des éléments sur sa famille, sur comprendre son pays. Enfin même en tant que française, on essaye de comprendre les rouages de la France, etc. Et moi c'est le message que j'ai retenu d'Alain Mambankou. L'entrée de ces littératures au Collège de France, vous comment vous l'avez reçue? Comme une belle nouvelle, comme une très, très belle nouvelle. Il y a une truculence et une légèreté dans sa littérature et ce croisement entre les civilisations qui fait du bien en ce moment. J'ai une phrase qui m'habite beaucoup et qui est de Newton qui dit « on construit trop de murs et pas assez de ponts ». Avec des gens comme Alain, on retrouve des gens qui reconstruisent des passerelles entre les cultures et entre les peuples et ça fait du bien actuellement. Qu'est-ce que vous attendez du professeur Alain Mambankou? J'attends qu'il passionne un public nombreux. J'attends qu'il nous parle de la littérature de langue française en Afrique. Et il a le projet d'en faire une sorte d'histoire ou de synthèse. Et j'attends aussi que, comme c'est le cas aujourd'hui, qu'il montre que le Collège de France veut être vers les pays émergents, vers le XXIe siècle. C'est un endroit où on parle des traditions, il y a des chaires de latin, de grec, mais c'est un endroit où on parle aussi de la modernité et du siècle à venir. Je crois que son discours, il est vraiment post-colonial. Il s'inscrit vraiment dans le XXIe siècle avec ce côté où il faut transcender les frontières, le dépassement de soi. Et vraiment, mais en ayant un rétro, en regardant l'histoire, mais pas de manière à s'apitoyer dessus, parce qu'il y a bien sûr des choses qui sont effroyables, mais aujourd'hui, le présent, il nous convoque à construire, pas vite et bien, mais bien, et bien mieux que ce qui a été, ce qu'ont pu être les années qu'ont suivi l'indépendance. Je pense que le XXIe siècle nous réclame autre chose, il y a des choses qui se convoquent aujourd'hui, que ce soit les populismes en Europe ou en Afrique ou dans le monde, ou la fin sûrement des dictatures, des régimes totalitaires. Il y a une soif multicolore et transcendantale, j'allais dire, métaphysique, qui nous conduit vraiment à écouter ce qui pourrait... Je pourrais dire que son discours était un discours d'un nouvel âge, d'une nouvelle ère, et il en fait partie, et il invite tout le monde à en faire partie, mais de manière protagoniste, à être protagoniste, et pas seulement en attente et en demande, mais être protagoniste. L'heure de l'affirmation a sonné, entre guillemets. Voilà. Du Collège de France au Salon du Livre cette année, où on a suivi l'auteur de Petit Piment, un auteur adulé, aimé, un écrivain qui a acquis un statut d'icône, apprécié autant pour son œuvre que pour sa personne. Au Salon du Livre, il était littéralement assailli par ses lecteurs, poursuivi dans les couloirs par ses fans, un succès qu'il apprécie avec lucidité.
C'est toujours une effervescence quand vous êtes là. Les gens vous accompagnent, on veut vous voir, on veut vous toucher. C'est important ça pour un auteur aussi? Non, mais je ne pense pas que ça fait toujours plaisir que ça vienne de la part de la littérature. Les musiciens n'ont pas le monopole quand même d'avoir des gens qui aiment l'art dans ce sens. Donc moi je pense que la littérature aussi c'est quelque chose qui devait relever du côté populaire. Ça fait plaisir de voir qu'un tel engouement est animé par le livre. Au moment où on se dit que le livre est mort, qu'il n'y a plus rien, mais il y a toujours des gens qui sont là pour venir. Et ces gens ne sont pas au fond des gens perdus, mais c'est des vrais lecteurs. Et je pense que c'est cet enthousiasme qu'il faut insuffler pour avoir de la vraie littérature. Après le stand bassin du Congo, Alain Mabankou avait rendez-vous avec son ami académicien Dany Laferrière. Ces deux hommes se sont retrouvés dans leur parcours personnel et dans leurs œuvres qui balayent des thèmes comme l'enfance, l'exil, la double culture. Les écouter converser est un vrai régal. Troisième leçon d'Alain Mabankou, un nouveau public a désormais ses habitudes au Collège de France, des gens qui comme lui auparavant hésitaient à franchir les portes de cette prestigieuse institution et qui aujourd'hui y viennent régulièrement pour ses cours. C'est une vraie réussite, d'autant plus que le professeur est aussi un conteur qui sait manier l'humour pour détendre l'atmosphère en exprimant une vérité un peu difficile à entendre, notamment sur le passé colonial de la France. Alain Mabankou a pris ses marques, ses lecteurs, ses fans le suivent, il prend son temps pour échanger avec eux, avec les Congolais de Paris, pour signer des autographes et il le fait avec sincérité. Alain Mabankou, dans la cour du Collège de France, un lieu historique créé ici par François Ier, 1530. On sait comment ça s'est passé. Et il y a eu la leçon inaugurale, ça y est, vous vous installez là, c'est la troisième leçon, on va dire. C'est la troisième leçon. C'est la troisième leçon. Comment se sent le professeur Mabankou ici au Collège de France? Mais je crois que je me sens très bien. C'est toujours difficile parce que quand on vous donne une charge comme celle-là et que vous voyez dans le passé les personnages qui ont été des professeurs ici ou ceux qui sont professeurs ici, ben, ça demande beaucoup de travail. Je vous dis que pour atteindre une certaine sérénité, je travaille comme un écolier. Dès que j'ai fini un cours, le lendemain, je repars pour lire encore 20 livres pour faire un cours. L'ambition du collège, c'est que cette maison soit une maison populaire. C'est l'esprit du Collège de France. Beaucoup ne savaient même pas que les cours étaient gratuits et que n'importe qui pouvait venir sans avoir tel ou tel diplôme, mais juste le besoin de la soif de savoir. Donc cet engouement m'étonne, mais il ne faut jamais s'étonner. Lorsque les belles choses vous arrivent, il faut savoir en profiter. Si je peux ramener tout le monde ici, tous les Africains, tous les amoureux de la littérature, s'ils viennent suivre les cours, ça fait toujours plaisir, aussi bien pour ce que je fais, mais aussi pour le collège, qui renouvelle aussi de ce fait ses habitués. Je pense que je suis le premier à être étonné. Je pensais qu'il y aurait moins d'affluence, mais à chaque cours, ils sont plus de 800. Ah, donc la littérature peut permettre ça, peut permettre d'inverser le regard dans ce que vous avez dit, dans les auteurs qu'il faut absolument lire dans ce contexte-là. Rappelez-nous justement les textes qui vous ont marqué, qui peuvent nous éclairer. Moi je pense que, en dehors du fait qu'il faut lire Batouala de René Maran, paru en 1921 parce que c'est le premier prix Goncourt, obtenu par un Noir. Donc il faut lire les principaux textes qui découpent la littérature africaine. Si vous avez dans les années 20 le texte de René Maran, vous ajoutez encore 10 ou 12 ans plus tard L'Enfant noir de Camara Laye, qui est un incontournable de la littérature africaine. Et puis vous avancez un peu plus loin dans les années 60, L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane du Sénégal. Et puis à partir des années 70, je conseillerais de lire Les femmes. Aminata Sofal, La grève des Batous, très important livre. Mais aussi du côté des femmes sénégalaises aussi, Mariama Ba, Une si longue lettre. Je pense également à l'écrivain congolais Soni Laboutansi, La vie est demie, qui symbolise un peu les livres contre la dictature dans ces années-là. Et puis vous avez d'autres littératures dans les années 80 qui sont les littératures de migration. Mais si on a déjà fait ce pas
pour ceux qui ne sont pas habitués ou qui n'ont pas lu de littérature africaine, on sera déjà avancé pour éviter une noyade. Mais quand vous êtes africain, et par voie de conséquence même des auteurs venus d'autres pays qui ont connu les coups d'État, y compris dans votre pays d'origine, en Haïti, si on voit la littérature haïtienne, en réalité la négritude vient largement là-bas puisque la littérature haïtienne date de très longtemps. J'ai vu, Dany en a fait toute une histoire dans Jeune Afrique depuis le 19e siècle. Et j'ai consacré d'ailleurs la leçon de mardi dernier, il y avait plus de 10 minutes sur la littérature haïtienne pour montrer comment deux littératures ont influencé les écrivains africains. C'était d'abord la littérature noire américaine, puis l'école haïtienne avec tous les écrivains qui finalement... Voilà, il y avait même ici, au collège, j'ai projeté la photo de Prismas qui avait une tenue qui ressemblait à celle de Dany Laferrière à l'Académie française. Voilà, Prismas, et on voit souvent, quand vous regardez la photographie du congrès de 1956, il y a 53 personnes, dont une femme, donc 52 hommes, une femme. La femme qui est au milieu, c'est la femme de Jean Prismas. Alors pourquoi justement insister sur la présence des femmes auteurs dans la littérature africaine? Mais parce que je pense que quand on étudie les courants sur la pensée noire, les femmes sont toujours absentes. Que ce soit en Haïti, que ce soit dans la plupart du temps, les femmes sont considérées toujours comme des gens qui écrivent les jours où les enfants sont à la crèche, hein, quand c'est possible, tandis que l'homme peut écrire tous les jours. Aminata Sofal, elle, privilégie le citoyen narrateur au détriment du personnage principal féministe et moralisateur. Ce qui importe pour Aminata Sofal, c'est la critique des déviations nées avec les indépendances africaines. Ken Bougoul, la romancière bénino-sénégalaise, qui n'hésite pas à introduire le scandale sous la forme d'un témoignage personnel dès son premier roman, Le Baobab fou, paru en 1976. Elle qui a été la 27e femme d'un mari polygame. 27e, ce n'est même pas la 7e. La semaine à 7 jours, avoir 27 femmes, je ne sais pas comment faire. Léonora Miano, qui incarne cette impertinence dans la description d'une Afrique libre, libérée de tabous, où la violence sociale est décriée à travers des destins de personnages naviguant en tradition et modernité. L'œuvre de Léonora Miano, marquée par un regard sur la réalité afropéenne, c'est un concept qui lui tient à cœur. Léonora Miano jette également un pont vers la culture musicale, notamment avec le jazz. Retour au Salon du Livre, nous sommes avec les deux compères, Dany Laferrière et Alain Mabankou. Ils ont donné une conférence, une causerie où ils ont parlé de leur enfance, de leurs œuvres, de leur amour de la littérature. On prend plaisir à les écouter car ces hommes, on le sent, s'apprécient et s'admirent mutuellement. Ah mais tout à fait. Important d'être à Paris ces jours-ci où le professeur Mabankou a fait sa leçon inaugurale au Collège de France, emmenant avec lui dans un sillage magnifique toute la littérature africaine et diasporique. Et on l'a entendu, il a pris largement près d'une bonne heure, et tout en coupant dans son discours, parce qu'il aurait pu être plus long, mais on lira le livre. Et ce fut un moment extraordinaire de ces moments-là historiques dont on entendra parler des années plus tard. Cet échange entre vous deux-là, parler des premières phrases qui vous ont marqué, être entre écrivains, parler de toute cette passion qui vous lie, c'est important de transmettre ça au public. Moi, je pense qu'avec Dany, quand on se rencontre, que ce soit dans un espace public, on a toujours considéré ça comme une sorte de causerie. C'est-à-dire que la forme ne nous sied pas, parce que nous avons une attitude presque de digression comme dans nos livres. Quand on lit les livres de Dany, il se promène à l'intérieur. Il a une ligne, mais il se dit, bon, je vais un peu vous promener à gauche et à droite. C'est ça aussi la conversation. La conversation donne l'opportunité d'aller picorer à côté tout en gardant une substance, une saveur. Donc là, je trouvais que après avoir eu des mythologies américaines, nous avons ces petites mythologies, les mythologies dans le sens même de Barthes, hein, c'est-à-dire ces éléments qui fondent aussi les habitudes, qui fondent notre manière d'être. Ça peut être un élément fétiche. Pour lui, c'est l'avocat. Moi, je ne sais pas. Pour moi, ça peut être peut-être l'odeur du café.
le livre et le vrai café. Donc je pense que quand... le retour dans la lumière de Pointe-Noire. Et le retour dans les lumières, c'est peut-être même parfois la difficulté qu'il y a à nous gérer lorsqu'il faut nous interviewer, parce que nous aimons toujours avoir cette sorte de conversation. Il nous faut plutôt un arbitre et non un modérateur. Nous mourrons tous, dit la vieille Délira, en plongeant la main dans la poussière, gouverneur de la Rosée de Jacques Romain, l'un des plus beaux romans d'amour et d'engagement politique écrits. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est avec ces deux grands de la littérature qu'on se quitte. Très belle soirée sur Télé Sud. À bientôt. Tant une démarche autre, le récit de l'explorateur écossais Mungo Park, voyage dans l'intérieur de l'Afrique,